Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec une réunion entre le président Abdel Fattah al-Sisi qui a mis le point sur l'importance de la coopération militaire conjointe dans le cadre des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis. Ces relations sont une base de requise susceptible de garder la paix et la sécurité dans la région du Moyen-Orient. Alors, je parlais d'un entretien qui a témoigné la présence du président Abdel Fattah al-Sisi avec le chef du commandement central américain, le général Michael Corella au Caire, en présence du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohammad Zaki. La nécessité de faire des efforts afin d'affronter les défis menaçant la paix et la stabilité, notamment le terrorisme, a été examiné. De son côté, le chef du commandement central américain a tenu à ce que l'Égypte soit le premier pays visité dans la région depuis sa prise de fonction. Le responsable militaire américain a présenté ses condoléances au président de la République pour les martyrs des forces armées suite à l'attaque terroriste qui a eu lieu samedi dans le Sinaï. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint de poursuivre l'épuration des différentes zones du nord Sinaï, des différents éléments terroristes et takfiri, ainsi que de poursuivre la mise en œuvre de toutes les mesures sécuritaires afin d'éradiquer totalement toutes les formes de terrorisme. Ceci a eu lieu hier lors de la réunion du Conseil suprême des forces armées sous la direction du président de la République pour discuter des répercussions de l'attentat terroriste qui a ciblé les forces armées à l'ouest du Sinaï et les différentes mesures visant à pourchasser les éléments terroristes fuyants. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah al-Sisi a dirigé dimanche la réunion du Conseil suprême des forces armées pour aborder les conséquences de l'attentat terroriste qui a ciblé un nombre de martyrs des hommes des forces armées pendant l'exécution de leur devoir national ainsi que les mesures prises pour poursuivre en justice les éléments qui ont fui et les éliminer. Le président a exigé les agents chargés de l'application de la loi par l'évacuation de certaines zones dans le nord du Sinaï des éléments terroristes, tout en mettant en œuvre les mesures de sécurité qui contribuent à l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes. Le chef de l'État a loué lors de la réunion les efforts déployés par les forces armées pour tarir les sources du terrorisme et déraciner leurs racines de la péninsule du Sinaï en collaboration avec les habitants honorables, en plus de leurs efforts dans la réalisation des méga-projets nationaux en coopération avec toutes les institutions de l'État, soulignant l'appréciation du peuple égyptien pour les sacrifices offerts par les hommes des forces armées et la police afin de maintenir la sécurité intérieure et préserver les lieux saints. La réunion du Conseil suprême des forces armées a également abordé un certain nombre de dossiers et de questions liées aux activités et au rôle des forces armées et leurs efforts dans la sécurité nationale égyptienne sur tous les aspects stratégiques de l'État. Avant de passer à notre prochain thème, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Rania Ahmad. Vous êtes professeur à l'université de Halouane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va présenter un reportage maintenant sur la COP27 et puis vous allez faire vos commentaires. La semaine du climat de la région MENA ouvre la voie vers la COP27. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, s'est entretenu hier avec le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Talas, au siège du ministère au Caire. La coopération avec cette organisation, à la lumière de la tenue en Égypte de la COP27, a fait l'objet d'examens. Parallèlement, la toute première semaine régionale du climat pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord s'est terminée s'inscrivant dans la continuité de la COP26 de Glasgow de novembre dernier et préparant la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte à la fin de cette année. Salih Hamed et Yara Choucha.
La toute première semaine régionale du climat pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord s'est terminée, s'inscrivant dans la continuité de la COP26 de Glasgow de novembre dernier et préparant la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre prochain. Autour de 4000 personnes qui ont assisté, les conversations ont été menées par le gouvernement hôte des Émirats arabes unis, des autorités et gouvernements à tous les niveaux, des dirigeants du secteur privé, des experts universitaires et des parties prenantes engagées. Environ 200 sessions ont eu lieu avec 500 intervenants et spécialistes originaires de 147 pays. Les partenaires organisateurs ont mené des discussions sur des thèmes essentiels pour relever le défi climatique mondial. La Banque mondiale a examiné comment intégrer une action ambitieuse dans les secteurs économiques clés dans la planification nationale. Lors d'une série de tables rondes ministérielles et de débats en début de semaine, les ministres de la région ont convenu que la région MENA est confrontée à un certain nombre d'impacts croissants du changement climatique, notamment la désertification, l'élévation du niveau de la mer et les menaces pour la sécurité de l'eau et de l'alimentation. Ils ont également convenu que l'action climatique ouvre la voie à la production de nouvelles entreprises dans la région. Le ministre des Affaires étrangères et futur président de la COP27, M. Sameh Choukri, a déclaré que la tenue de la semaine du climat pour la première fois dans la région arabe a été une preuve évidente de la priorité que les pays de la région accordent à l'action climatique internationale. L'Égypte cherche à faire de la 27e session de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques une étape importante dans le domaine de l'action climatique internationale. La secrétaire exécutive des Nations Unies pour le changement climatique, Patricia Espinosa, a déclaré que l'inauguration de la semaine du climat pour la région MENA a montré que les dirigeants et les parties prenantes de la région étaient prêts à créer une dynamique en vue de la COP27 et à accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris en ce moment crucial. Voilà, il s'agit de la COP27 qui sera tenue à Sharm el-Sheikh vers novembre prochain, bien sûr en Égypte, et la transformation de cette station balnéaire en ville verte. Docteur Rania Ahmad, comment l'Égypte se prépare pour la COP27? Tout d'abord, l'Égypte a un grand rôle dans la signature de cette convention qui a été signée par les Nations Unies et plusieurs parties et plusieurs pays qui ont été d'accord avec cette question de limiter cette problématique, ce problème de réchauffement climatique qui vraiment menace tous les pays du monde entier. Alors vraiment, c'est un événement très important où l'Égypte s'engage et reçoit cette conférence cette année-là. Et nous essayons pendant ces jours-ci, pendant ces mois qui restent jusqu'à ce que cet événement se tiendra, Inch'Allah, en novembre, de sensibiliser l'opinion publique au niveau des universités, et au niveau aussi de la société, de l'importance accordée de la part de notre pays et du monde entier à l'égard de cette question du réchauffement climatique. Parce qu'il s'agit vraiment il doit y avoir une participation de la part de tous les citoyens en Égypte célébrer cet événement-là, parce que cet événement-là vraiment est un point tournant dans l'histoire de l'Égypte, comment vraiment on organise un tel colloque, une telle conférence internationale et comment on reçoit les différentes parties qui ont signé cette convention avec les Nations Unies il y a longtemps. Rappelons que le COP1 a été organisé au début à Berlin, en Allemagne, et puis après cela, chacun des pays qui ont signé cette convention a reçu cette conférence-là jusqu'à ce que l'Égypte enfin réussisse à recevoir ce grand événement de COP27, Inch'Allah, à Sharm el-Sheikh. Vous venez de dire qu'il faut que tout le peuple égyptien participe à cet événement international, à mon avis, qui est l'événement le plus important sur Terre, puisque ça s'intéresse de la Terre même. Alors,
Comment on peut participer, tout le monde? Au niveau de l'université, puisque cela vraiment me concerne, on organise au niveau de l'université de Helwen et au niveau de la faculté des lettres, comment des conférences et des réunions avec les jeunes, les étudiants, pour les sensibiliser à cet événement-là et pour leur montrer comment c'est important vraiment. C'est pas question d'un événement comme ça, un colloque qui ne nous intéresse pas. Non, ça nous intéresse et on doit aussi accorder beaucoup plus d'importance à cette question d'augmenter l'espace vert en Égypte, à cette question de battre la désertification, à cette question de délimiter, de limiter ou comment dire, de recenser ces résultats de l'usage comment dire, du gaz. Tout ce qui est vert. Oui, de tout ce qui est vert et comment aider chacun et chacune de nous à développer, à enrichir ou à élargir l'espace vert dans notre pays, l'Égypte. Alors, il y a beaucoup de séances et de réunions qui ont été organisées au niveau de la faculté des lettres à laquelle j'appartiens et au niveau de l'université pour rencontrer les jeunes et pour les faire, comment dire, introduire cet événement aux jeunes parce que malheureusement, il y a une grande partie des jeunes qui ne sont pas sensibilisés à cet événement-là et qui le voient, cette question-là, comme une question comme ça, tout à fait loin de leurs intérêts, mais une fois ils comprennent cela, ils agissent et peut-être aussi, et parfois aussi, ils demandent de participer à l'organisation de cet événement-là. Vraiment, je rêve que toute l'Égypte participe à cet événement-là. Je me souviens dans un des cours où j'enseignais le français touristique à mes étudiants de la 3e année, j'ai enseigné cette question du COP, c'était le COP 21 qui était organisé, reçu par, tenu en France, comment tous les musées en France ont célébré cet événement-là. Vous imaginez que les artistes, les peintres et les architectes et tous les artistes, cette question des beaux-arts, se sont mis dans les rues et ils ont essayé de peindre tout ce qu'ils imaginent sur la planète Terre, sur le climat. Et c'était vraiment comme vraiment un festival de couleurs, comment vraiment tous les musées étaient ouverts pour les visiteurs, parce que je veux aussi mettre en relief une idée très importante, c'est que cette question que l'Égypte reçoit, ce grand événement est très important aussi au niveau touristique, parce que vraiment ça c'est une question, c'est cette question de tourisme qui doit être toujours vraiment développée et on doit beaucoup s'intéresser à cette question-là. Alors on reçoit des visiteurs, ce sont les représentants des parties de cette conférence. Alors ils vont voir notre pays et ils vont voir comment nous vivons en paix et en sécurité, comment est la beauté et comment est le climat ensoleillé de notre pays. Cela sûrement va donner une sorte de propagande, une promotion pour notre pays. Alors ce que je demande vraiment, c'est que d'exploiter cette chance, parce que c'est une chance d'or, parce que tout le monde va porter, comment dire, il va nous voir, nous allons être toujours comme ça, comment dire, le centre d'intérêt du monde entier. Alors pourquoi ne pas exploiter cette chance-là? Oui, l'événement même est très important, le réchauffement climatique et cette question des menaces du climat, mais d'une autre part, c'est une chance d'or pour donner un message comme ça au monde entier, comment est l'Égypte et comment sont les Égyptiens. Alors ça, on doit exploiter ça vraiment sur tous les niveaux et c'est pour cela une sensibilisation du public, non pas seulement dans l'environnement universitaire seulement, mais comment dire, au niveau social et au niveau national. Tout Égyptien devrait savoir qu'il est maintenant un messager, comment il représente son pays, comment vraiment il devrait participer même avec un sourire.
comment dire, adressé aux visiteurs du COP27. Alors, cet événement est un événement national qui ajoute plus de valeur à notre pays, l'Égypte, et c'est un événement vraiment stratégique, un événement vraiment, comment dire, qui va affecter l'économie égyptienne si on parle de son, comment dire, de son effet sur le tourisme et l'image de l'Égypte devant le monde entier. Parfait. Là, l'Égypte a dit qu'elle va transformer la ville ou bien la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en une ville verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Augmenter les espaces verts. Voilà, vous avez la verdure, la couleur verte même, ça donne beaucoup de relaxation, de paix de l'âme. Alors le fait d'augmenter les espaces verts dans Sharm el-Sheikh, Sharm el-Sheikh est une ville internationale. C'est une ville internationale. Et parfois, il y a des gens qui connaissent Sharm el-Sheikh plus que l'Égypte même. C'est-à-dire, Sharm el-Sheikh est une ville vraiment... Nous rêvons que toute l'Égypte soit comme Sharm el-Sheikh. Je parle de quoi? Du point de vue intérêt. Alors, l'intérêt accordé aux bâtiments, à l'infrastructure hôtelière qui est vraiment super là-bas, on doit aussi accorder beaucoup plus d'intérêt à la verdure, aux espaces verts, d'une telle manière que les visiteurs du COP27 viennent pour voir une ville verte, non pas seulement une ville balnéaire qui a acquis et qui a gagné l'intérêt du monde entier dans les sports balnéaires, dans cette question de divertissement, cette visée pour tous les touristes, mais aussi comme un espace vert qui représente l'Égypte, Inch'Allah, dans les années à venir. Et en même temps que ça soit éclairé vert, ça veut dire qu'avec l'énergie solaire, c'est-à-dire de ne pas utiliser n'importe quelle énergie qui est nuisible à la planète Terre. Oui, c'est ça. Voilà. On sait très bien que ce sont les grands pays comme les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, qui sont la cause du mal de la Terre. Ou bien de la souffrance de la Terre. Comment inciter, ou bien comment profiter de la COP27 qui se tient en Égypte pour inciter ces grands pays, ces grandes puissances industrielles pour aider la Terre? Alors, le progrès industriel, comme il avait des avantages, il avait certainement des méfaits désagréables et qui ont affecté toute l'humanité. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait des recommandations après cette conférence qui oblige ces pays-là d'intervenir dans cet événement. On ne peut pas regarder comme ça cet événement qui se tient depuis des années et des années et seulement se suffire par des promesses. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des recommandations, pourquoi pas des punitions, des amendes, quoi que ce soit, quelque chose vraiment qui incite et oblige ces pays qui vraiment affectent d'une manière nuisible la planète Terre. Alors, je rêve que cet événement COP27 qui va se tenir en Égypte, que ce soit, Inch'Allah, meilleur que les précédentes et on prendra vraiment, ça sera une initiative lancée de la part des partis qui participeraient à cette conférence au monde entier, y compris toutes ces figures majeures de l'industrie qui ont vraiment affecté nuisiblement vraiment notre planète Terre. Très bien. Je passe à un autre sujet. Il s'agit là du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, qui a salué le rôle des loyaux travailleurs égyptiens dans la construction de la nouvelle République. Ceci a eu lieu lors de son discours prononcé à l'occasion de la fête du travail. Dans son discours, le chef de l'État a déclaré qu'à travers les âges, les Égyptiens ont réalisé la valeur du travail en travaillant dur et avec diligence, une génération après l'autre. C'est ainsi que leur civilisation a prospéré et ils ont précédé toutes les nations. Salih Hamed et Rachoucha.
Dans son discours à l'occasion de la fête du travail, le président Al-Sisi a salué les honorables travailleurs et travailleuses égyptiens à travers la République, affirmant qu'il s'agit d'une réelle opportunité de découvrir ce que les loyaux travailleurs égyptiens ont réalisé dans la construction de la nouvelle République. C'est aussi une occasion à laquelle nous envisageons ensemble l'avenir de nos fils avec un nouvel esprit, plein d'espoir en travaillant ensemble. C'est par le travail que les nations se construisent et les civilisations s'établissent, a ajouté le président. Il a également souligné que ces dernières années, le monde a envisagé de multiples crises, dont la plus importante est la pandémie de Covid-19. Il ne fait aucun doute que le travail a été fortement affecté par les répercussions de cette pandémie. Des millions de travailleurs dans le monde ont perdu leurs emplois et de nouveaux types d'emplois sont apparus, dépendant entièrement de la technologie moderne. Et le gagnant au cours de cette période était celui qui a pu profiter des développements numériques modernes et suivre leur rythme. Par conséquent, explique le chef de l'État, nous avons accordé une grande attention à la transformation numérique dans tous les domaines de l'État et de tous ses services. Parallèlement, nous avons introduit le soutien et la protection sociale nécessaires pour les groupes les plus nécessiteux. C'est alors que l'État a fourni des subventions sociales en espèces pour l'emploi irrégulier. Les salaires des travailleurs réguliers dans les entreprises en difficulté ont été versés par le biais du Fonds de secours d'urgence des travailleurs pour passer cette crise. De plus, les réalisations successives et les projets géants qui ont eu lieu en Égypte au cours des 7 dernières années sont devenus une raison principale pour résister aux défis et aux crises. Ils ont tous visé, sans exception, à améliorer la qualité de vie en assurant une vie décente à chaque citoyen et au peuple égyptien en entier. Le président Al-Sisi a déclaré que nous sommes sur le point de commencer une étape importante du travail et de la production visant à atteindre de nouveaux sommets pour l'avenir de notre cher pays, ce qui exige les contributions des travailleurs égyptiens pour achever le bon chemin que nous avons commencé. L'Égypte a également accordé une attention particulière à l'augmentation du salaire minimum pour les travailleurs des agences de l'État et de ses organismes publics, économiques et de services. Parallèlement, le Conseil national des salaires a conclu un accord sur la fixation du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé. Docteur Rania Ahmad, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Helwan. Là, on parle éducation. Alors, éducation et travail, bien sûr. Qu'est-ce qui manque dans cette formule éducation-travail en Égypte? Bon, il manque une préparation de l'étudiant, de nos jeunes, pendant leurs années universitaires au marché du travail national, régional et international. Et ici, une question qui se pose, est-ce que vraiment les matières que les étudiants dans les universités égyptiennes étudient, est-ce que vraiment prépare nos étudiants au marché du travail, à rivaliser dans le marché du travail? Est-ce que vraiment ça le prépare dans cette vie de compétition? Alors j'ajoute à cette idée que l'enseignement universitaire est parfait, mais ça lui manque toujours des stages de formation. C'est pour cela qu'on incite nos étudiants à cette question de formation. Une formation, et quand on me pose la question, je veux me former dans quel domaine? Dans tout domaine que tu puisses faire. Alors toujours, je leur apprends, mes étudiants, à former, à préparer leur CV dès la première année universitaire, de ne pas perdre la chance de se former et de s'auto-former aussi, une auto-formation et une formation. Et dans ce cadre de formation, l'université égyptienne organise pas mal de formations et de stages pour les étudiants. Citant par exemple à l'université de Helwan, il y a un bureau, c'est le bureau des relations internationales dirigé par le professeur Mayed Bilel. Alors ce bureau-là se charge de des partenariats, de signer des subventions et de partenariats avec les différentes universités étrangères et des instituts éducatifs par tout le monde, en Amérique, en Europe et en Asie aussi, en Extrême-Orient aussi, pour chercher les universités donatrices des chances et des possibilités de formation.
Alors, sur leur page, la page du Bureau des relations internationales, il y a tous les détails nécessaires pour les étudiants, nos étudiants, pour s'inscrire dans ces stages-là et dans ces offres des universités étrangères. Pourquoi? Parce que nous voyons l'université égyptienne a besoin toujours d'un certain contact avec l'extérieur. Alors cette idée et cette question de l'expérience de nos jeunes à l'extérieur, le fait d'avoir par exemple un semestre à l'étranger ou par exemple de suivre un stage de formation à l'étranger, ça lui donne la chance d'une ouverture d'esprit, d'un contact avec l'autre, d'une meilleure compréhension du monde. Alors cette expérience vraiment est une expérience très importante pour nos étudiants et vraiment l'université Helwen ainsi que l'université égyptienne tâchent bien à améliorer cette question-là et à suivre de près nos jeunes et nos étudiants pour les inciter à s'inscrire et avoir la formation nécessaire pour leur carrière, leur future carrière. C'est-à-dire il faut être formé dans notre domaine. Dans notre domaine. Et pas dans d'autres domaines. Et dans d'autres domaines aussi. Par exemple, le domaine de l'informatique, citons par exemple. Est-ce qu'il y a un métier dans n'importe quelle institution ou entreprise en Égypte ou hors l'Égypte qui n'a pas besoin de l'informatique? Alors, le fait de s'auto-former, d'avoir une formation dans l'informatique et l'usage du numérique, c'est quelque chose, je vois, de très important et même ça doit être quelque chose d'obligatoire pour tout jeune et pour tout étudiant. Et dans nos programmes universitaires qui sont toujours en un développement, en une évolution continue, c'est-à-dire toujours il y a des changements. Il n'y a pas des programmes qui sont permanents et qui sont fixes. Toujours, nous portons un grand intérêt au marché national et nous essayons d'étudier le marché national, d'inviter. Il y a une réunion annuelle de recrutement organisée par l'université de Helwen. Chaque année, alors, il y a cette réunion de recrutement. Dans cette réunion, toutes les entreprises internationales sont invitées au siège de l'université pour présenter quels sont les besoins du marché du travail. Alors c'est un jour vraiment une journée très très importante sous les auspices du président de l'université, Dr Mamdouh Mahdi. Alors ici, il y a une rencontre vraiment entre les étudiants, entre nos jeunes et de l'autre part les représentants de ces entreprises du marché national. Et vous voyez ce jour-là, les étudiants qui viennent avec leur petit CV, ils essayent de faire un petit CV. Il n'y a pas beaucoup dans le CV pour dire, mais ils essayent, ils vivent l'expérience, ils entrent dans la compétition, dans la rivalité, qui d'entre eux va vraiment gagner la formation dans une telle entreprise. Alors c'est quelque chose vraiment de très important. Et parfois, après ces formations-là, il y a parmi des jeunes qui sont recrutés par ces compagnies et par ces entreprises qui sont donatrices de possibilités de formation et de chances de formation. Je vous donne un exemple fait par des étapes et des initiatives prises de la part des universités égyptiennes à l'égard des jeunes. Mais ce que je remarque, je ne sais pas, peut-être c'est une observation personnelle, c'est qu'il y a une grande part des jeunes qui ne sont pas intéressés à cette question-là. Ils voient que nous avons un programme universitaire, nous sommes accablés par l'étude toute l'année, alors on va faire aussi une formation. C'est cette mentalité qui doit être changée. Cette mentalité de non, le travail, c'est le fait de travailler sur soi-même. Ce n'est pas seulement étudier par cœur et puis passer les examens, même avec une mention très bien. Ça ne dit rien avec ta formation professionnelle. Donc, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est une formation loin de ma spécialité? Oui, c'est une formation loin de la spécialité. C'est une formation d'un jeune ou d'un étudiant. C'est une formation
qui va, comment dire, qui va lui donner une chance de se développer, d'améliorer comment dire, ses compétences dans plusieurs domaines, d'une telle manière qu'il rivalise, d'une telle manière qu'il soit apte de la compétition qu'il va retrouver dans le marché national, même national et non pas régional. Et c'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Je leur dis, n'imaginez pas que la vie est tellement facile. La vie n'est pas facile. Tu dois faire toujours le pas. Tu ne dois pas te laisser prise par cet esprit de négligence, cet esprit non, il n'y a pas de travail, il y a de chômage. Le chômage est partout, n'est-ce pas? Le chômage est partout dans le monde. Mais celui qui va prendre le pas, celui qui ne va pas se suffire de son niveau et qui va essayer de s'améliorer de plus en plus, c'est celui qui va vaincre ce défi-là et c'est celui qui va vraiment réussir. C'est ça. Et cet esprit-là, vraiment, qu'on doit toujours enrichir chez les jeunes. Là, vous venez de mentionner la COP27, ou bien on vient de parler de la COP27. Il y a plein de jeunes qui participent dans ces conférences, comme les conférences des jeunes, ou bien de la jeunesse. Oui. Est-ce qu'une telle expérience enrichit vraiment la personnalité du jeune et en même temps, et par conséquent, son CV? Sûrement, sûrement. Cette participation de la part des jeunes à ces événements internationaux, ça enrichit vraiment sa personnalité et ça lui donne une confiance en soi, ça développe des compétences, comment dire, intérieures dans sa personnalité, parce que c'est pas seulement l'enseignement, c'est pas seulement l'étude, c'est pas seulement la science, il y a le contact, il y a la communicabilité. Vous savez, il y a plein de jeunes qui y ont une note agréable, mais une fois ils entrent dans le marché du travail, ils n'ont pas cette communicabilité. Ils souffrent de l'incommunicabilité. Alors, cette question d'être en contact avec, non pas seulement des Égyptiens, mais des étrangers partout le monde, le fait qu'on t'accorde cette responsabilité, que tu représentes ton pays, certainement, ça va lui donner de confiance en soi, plus de nostalgie, plus de sentiment de nostalgie envers son pays. Et une fois ce sentiment de nostalgie envers son pays, il va donner, il va offrir de tout ce qu'il peut pour participer. Sans oublier la responsabilité. La responsabilité. Qui compte sur lui pour organiser le sens ou de bien la responsabilité, le fait que tu es l'image de l'Égypte. Oui. Alors comment tu vas agir? Alors c'est une expérience, une très bonne expérience et je crois déjà qu'on a un cadre vraiment dont nous sommes fiers, un cadre de jeunes qui nous représentent. Ce sont nos jeunes égyptiens qui nous ont représentés dans le forum de jeunesse organisé il y a en janvier. Je crois, de 10 à 14 janvier. Je ne me rappelle pas. C'était, oui. Alors, c'était cette année, oui. Cette année-ci, c'était vraiment un événement, parce que c'était suspendu pour une année à cause du Covid, et on a repris toujours. Alors, c'est vraiment une initiative de la part du président El Sisi, qui est vraiment un événement, je vois, un événement crucial. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est le trésor de notre pays. Le fait qu'il s'adresse, Son Majesté, le président Sisi, quand il s'adresse avec un discours comme ça envers les jeunes, ça leur donne beaucoup. Le fait de discuter avec eux de leurs problèmes, c'est quelque chose d'agréable et très important. Là, je vais commencer, parce qu'en tant qu'académicienne, académique, je ne sais pas comment, académique, voilà, vous parlez de l'université, des études universitaires et par conséquent le travail des gens diplômés de l'université. Je veux commencer les gens très simples qui n'ont même pas, qui ne savent même pas écrire ni lire. Est-ce qu'il y a un plan ou bien un projet pour l'analphabétisme ou bien l'alphabétisation de ces gens? L'alphabétisation, oui. Dans le cadre du développement durable, une initiative a été lancée de la part du président El Sisi pour une Égypte sans analphabétisation. Alors, en 2030. Analphabétisme. Analphabétisme, oui, analphabétisme. Oui, sans analphabétisme en 2030. Alors, il y a eu une signature, un protocole signé de la part de l'autorité générale
général pour l'alphabétisation et l'éducation et les universités égyptiennes on veut d'exploiter les capacités des universités égyptiennes pour vraiment, vaincre ce défi d'analphabétisme qui, jusqu'à maintenant, il y a pas mal d'analphabètes et ce qui vraiment nous cause beaucoup d'angoisse, c'est que ces analphabètes sont des jeunes âgés de 16 ans et de 20 ans, vous imaginez, de 30 ans qui n'arrivent même pas à lire, qui n'arrivent même pas à écrire. Alors, vraiment, ce protocole a été signé par les universités sous les auspices du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, professeur Dr Khaled Abdel Ghaffar. Et l'université de Helwan s'est engagée dans ce projet-là. Et il y a déjà des séances qui ont été tenues au niveau d'université, au niveau de la faculté des lettres, sous la direction de vice-doyenne, Madame Dr Amani Saïd, vice-doyenne de l'activité communautaire et du développement environnemental. Alors, il y avait des séances, il y a une séance qui a été tenue il y a une semaine, je crois, ou 2 semaines, où on a essayé de sensibiliser les jeunes envers cette problématique de l'analphabétisme. Et comment traiter ces gens-là. Alors, comment communiquer avec ces gens-là, parce qu'il s'agit vraiment d'une certaine stratégie pour préparer les jeunes universitaires, les étudiants, pour pouvoir traiter ces gens-là qui sont la plupart du temps qui sont d'un âge qui les dépasse. Alors c'est pour cela il y a une certaine façon de communiquer avec ces gens-là et un jeune ce projet-là cible les jeunes et ils ont l'intention non pas cibler seulement les ouvriers par exemple à l'université qui sont analphabètes, mais tout ce qui se trouve dans les environs de ces étudiants. Alors le voisinage, les gens dans le quartier, et l'université est prête à fournir les salles et les places où ils peuvent donner leur classe. Alors chaque étudiant a à enseigner à 3 des analphabètes. Donc vous imaginez le nombre. Parfait. Donc, nous sommes dans une période, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés vraiment de la part de l'université en vue de vaincre ce problème-là. Mais vraiment, on ne perd pas le souffle. Et toujours, on a un effort vraiment à apprécier. On est en pleine énergie pour cette question-là. Je passe à la formation technique. On sait très bien que les techniciens sont peut-être des gens très très importants dans la société. On ne peut pas vivre sans les techniciens. Est-ce qu'avec tout ce qui est avancement technologique, est-ce qu'il y a une formation pour ces techniciens pour suivre tout ce développement et cette évolution technologique dans le monde? Oui, parlons tout d'abord des initiatives prises de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est cette initiative lancée pour l'Académie technologique qui est spécialisée pour les techniciens et pour avoir une génération de techniciens bien formés, bien instruits, bien éduqués. Mais parlons des ouvriers, si l'on peut dire des ouvriers égyptiens et surtout les ouvriers irréguliers. Peut-être vous parlez des ouvriers irréguliers. Vraiment, c'est un grand problème. Tous les techniciens en général. Tous les techniciens, mais il y a des techniciens qui appartiennent à des entreprises, qui sont salariés. Pour ces techniciens, je ne crois pas qu'ils ont un grand problème du point de vue salaire et du point de vue, garantir une vie décente, c'est-à-dire. Mais même pour la formation, je crois que leur entreprise leur fournit certainement une formation continue, mais ce qui vraiment intéresse mon pays maintenant et tous les Égyptiens, ce sont les ouvriers irréguliers. Ce problème des ouvriers irréguliers a apparu avec le Covid, le problème de Covid-19. Et cette question de ces ouvriers se sont trouvés tout d'un coup dans leur maison, ils n'arrivent pas à sortir pour subvenir aux besoins
besoin de... Oui, oui, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était le rôle, je crois, du ministère de la Solidarité sociale et cette question des certificats amène. Alors, il y a une somme d'argent mensuelle qui est payée de la part du ministère de Solidarité sociale chaque mois. Jusqu'à maintenant, cela m'est... ce que je connais, ce que ces ouvriers réguliers, jusqu'à maintenant, on leur paye une somme d'argent sous forme d'un certificat, le certificat d'amende. C'est un pas de la part du pays, mais d'une autre part, c'est un message comme ça, très important, qui nous dit il y a un grand danger, c'est le danger de l'analphabétisme. C'est pas logique que nous sommes en 2022 et jusqu'à maintenant, il y a des Égyptiens qui n'arrivent pas à lire et à écrire. Et le grand malheur quand ces ouvriers analphabètes et irréguliers, quand ils pensent à, à chercher une chance de travailler à l'extérieur. Vraiment, ils tombent dans beaucoup de problèmes à cause de cette question de leur analphabétisme. Enfin, alors, je crois que toujours la clé pour tout problème, c'est l'éducation et l'enseignement. Tant on s'intéresse à l'éducation et l'enseignement, tout est garanti après cela. Mais le premier, je crois, le plus important, c'est l'enseignement et l'éducation. Est-ce qu'il y a des études en Égypte concernant le taux d'éducation dans les différentes universités ou institutions et le besoin du marché du travail? Le recensement des taux vous voulez dire le taux d'analphabétisme ou le taux de... Je parle que le marché du travail a besoin de, par exemple, 5000 médecins par an. Par contre, les facultés de médecins, il y a tous les ans plus de 10 000. Alors, on n'a pas besoin de tout ce nombre. Est-ce qu'il y a des études en Égypte qui disent que chaque domaine a besoin, dans le marché du travail, a besoin d'un tel nombre? Est-ce que ça existe? Il y a des études de recensement, des besoins du marché national. Mais et il y a aussi de l'autre part la liberté accordée aux gens de s'inscrire de n'importe quelle faculté. Bien sûr. Ben déjà, mais le nombre est limité pour chaque faculté. Quand même, le nombre est limité, mais quand même, quand les gens... Jusqu'à maintenant, il y a ce problème de « non, je ne veux pas mon fils qui soit un technicien », par exemple. Bien que le pays ait besoin de techniciens, mais toujours, on s'attarde d'avoir un diplôme universitaire. C'est pour cela que je vois beaucoup des initiatives de la part de ministère de l'enseignement élémentaire et professionnel, de l'enseignement élémentaire, d'accorder beaucoup plus d'importance à cette question des écoles de techniciens. Et pourquoi améliorer l'enseignement dans ces écoles-là d'une telle manière d'attirer les étudiants vers ces écoles pour qu'ils n'aient pas ce sentiment de marginalisation. Non, vous n'êtes pas marginalisé, vous êtes au cœur même de la société, vous êtes dans votre juste place, parce que ça ne veut rien dire que je sois une étudiante dans la faculté de commerce et après cela, par exemple, il y a des milliers et des milliers qui sont promus de la faculté de commerce. Mais ce qui intéresse, c'est que le fait de me spécialiser dans un domaine voulu par le marché national. Alors, il y a, pour votre question, oui, il y a un recensement des nombres, des besoins du marché national égyptien et du marché régional, mais il y a d'une autre part une mentalité, et c'est pas la mentalité des jeunes, c'est la mentalité des parents. Non, on veut toujours un diplôme universitaire, quoi que ce soit, bien que ce diplôme ne va pas nous favoriser cette chance de trouver un travail. Quand même, on doit être diplômé d'universitaire. Ça, c'est une question de mentalité. Une question de mentalité la changer, et de sensibilisation. Là, le numérique, c'est quelque chose de très important dans le monde aujourd'hui, soit pour le travail, soit pour la vie. Oui. Est-ce qu'il y a un plan vraiment de la formation numérique pour soit les universitaires, soit les autres?
Oui, au début, pour l'université, les universités égyptiennes, comme les universités partout internationales, partout dans le monde entier, l'enseignement était à travers le numérique, à travers les plateformes, soit Teams, soit MOOC, soit d'autres, c'est-à-dire plateformes. Mais pour les universités égyptiennes, c'était la plateforme Office Teams. Et on a appris tout en tant que professeur et en tant qu'étudiant, que la numérisation, c'est quelque chose qu'on peut pas fuir, oui. Cette question-là. Alors nous sommes maintenant à l'ère numérique, on ne peut pas fuir cette réalité. C'est une réalité de fait et on doit nous adapter avec cette réalité-là. Ouais. C'est pour cela qu'on essaye, dans cette question de développement et d'évolution continue de nos programmes universitaires, d'insérer des matières obligatoires qui portent sur l'informatique. Alors, il y a des matières comme les systèmes des informations, il y a d'autres, il y a aussi, entre parenthèses comme ça, une matière c'est-à-dire qu'on suggère pour être dans nos programmes, pour les programmes des heures de crédit, qui va être appliquée dès l'année prochaine dans ma faculté. C'est cette matière c'est censé être enseignée à la troisième année pour les étudiants de tous les départements de la faculté des lettres. C'est la matière de l'entrepreneuriat. Alors, on essaye d'apprendre aux étudiants. Vous allez me poser la question, ce sont les étudiants de lettres. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'entrepreneuriat? Mais c'est ça. Exactement. Mais c'est ça. Oui. On doit apprendre d'autres compétences à nos étudiants. Alors, le domaine de ta spécialité, voilà, c'est bien, tu vas être super dans ce domaine, mais qu'est-ce que tu vas avoir à côté de ce domaine? D'autres compétences. Alors, du point de vue numérisation, il y a beaucoup de matières qui sont obligatoires, qui portent spécialement sur l'ère numérique et la numérisation. Alors, et d'une autre part, il y a cette question de formation qui prépare les étudiants à former un petit projet, comment commencer un petit projet, comment faire le bilan de ce projet, et ainsi de suite. Là, on parlait de la numérisation et son importance pour les étudiants, ceux qui font des études supérieures peut-être. Oui, mais si on parle des ouvriers dans les usines, là aujourd'hui dans tout le monde, les machines, les appareils sont numériques, ils sont vraiment très très sophistiqués. Est-ce qu'il y a un plan de la part du gouvernement pour former les ouvriers dans les usines, dans tous ces... Je suis totalement convaincue que si un homme ne va pas progresser, il va disparaître. C'est vrai. Alors, c'est un ouvrier, un étudiant, même un universitaire, même un professeur universitaire. S'il ne va pas s'auto-former, s'il ne va pas essayer de développer son niveau, s'il ne va pas toujours être en une formation continue, alors je parle de l'ouvrier, s'il ne va pas être toujours en une et chercher la formation, il va disparaître, il va être dépassé. Il va être dépassé par ses confrères et puis il va être dépassé par le marché national et le marché mondial. Alors, nous sommes maintenant en Égypte, on cherche une place sur le plan du marché international. Alors, comment le faire si on n'arrive pas à rivaliser avec ce marché international? Alors, le premier pas pour rivaliser avec le marché international, c'est la numérisation. Enfin, cette formation numérique, je vois, c'est exigeant. Et je vois que toutes les entreprises, tous les instituts bancaires, même les universités, tous les instituts, je vois, publics, secteur public ou secteur privé, tâchent bien à cette question de formation numérique. Je vois ça. Bien sûr, on est très connu dans la région que soit l'ouvrier, soit le technicien égyptien est demandé dans les pays du Golfe, par exemple, pour aller travailler là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même concept que ces pays demandent les ouvriers et les techniciens égyptiens? Tous les pays maintenant du Golfe, ce qu'on voit toujours maintenant sur l'écran, sur toutes les chaînes, soit égyptiennes ou étrangères, c'est que ces pays essayent de s'enfermer sur soi-même, sur eux-mêmes. Donc ils essayent de s'abstenir de cette question des ouvriers, des employés étrangers et fournir la chance à leurs citoyens. Alors,
avec ces défis-là, mais quand même, avec ces défis-là, restent l'Égyptien, les ouvriers égyptiens avec cette compétence qu'ils ont. Mais ils doivent quand même se développer. Mais ils trient. À mon avis, aujourd'hui, ils trient bien entre ces ouvriers. Alors, celui qui est très qualifié qui va être qui est très recruté. qualifié. Et nous avons vu avec le Covid ces milliers, même des millions des ouvriers et des employés qui étaient au pays de Galles et qui sont retournés vers leur pays. Alors, c'est pour cela que je parle toujours de cette question d'auto-formation, l'auto-formation. On doit chercher nous-mêmes à nous progresser. On ne doit pas avoir cette question « Ah oui, je suis bien, je suis satisfaite de... merci Dieu ». Ça, c'est le remerciement, la satisfaction, c'est quelque chose de bien, mais on doit avoir toujours cette ambition. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants même. Le fait de faire de ces étudiants des ambitieux. On doit avoir cette ambition, ce désir et cet amour de la vie, quoi que ce soit les événements, quoi que ce soit les problématiques et les défis. Et maintenant, nous vivons dans une période de défis. En Égypte seulement, au monde entier. Alors, est-ce qu'on va se laisser avec cette question? On a des problèmes, on est dans une période de stagnation économique, il n'y a pas... Non, on doit travailler sur soi, on doit s'améliorer. Maintenant, il y a les stages numériques, il y a des stages en ligne. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de voyager pour avoir un stage. Alors, on peut le prendre chez soi et on prend notre certificat. Alors, pour moi, je n'accepte pas cette question, est-ce qu'on fournit des... C'est toi qui dois... Maintenant, nous sommes dans l'ère du numérique. Vous avez accès à tout stage, dans n'importe quelle partie du monde entier, devant votre ordinateur. Alors, c'est à toi de chercher, c'est à toi de s'inscrire et d'auto-former. Voilà, je vais tirer votre mot qui est ambition. Et là, c'est le mot peut-être magique pour tous les jeunes ou bien tous les gens qui veulent se voir mieux dans la vie. Je vous remercie beaucoup, Dr Rania Ahmed. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Helwan. Je vous remercie pour toutes ces analyses et ces explications. Merci. Très bonne soirée et on se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.